Bon, bienvenue à une nouvelle édition du podcast Fabrique A. Dans cette occasion, nous allons parler d'innovation verte avec les startups québécoises Aeronix, spécialisées dans la surveillance des chantiers par drone. Et pour cela, je suis aujourd'hui avec Jérémy Laplante, cofondateur et CEO de Aeronix, et avec mon collègue Sylvain Etier, cofondateur de Fabrique A, qui nous accompagne dans cette édition du podcast. Bienvenue. Bienvenue. Merci à vous. Bienvenue à Jérémy. Un gros merci à de prendre le temps de faire partie de cette émission, Jérémy. C'est vraiment très apprécié. Et... Ça me fait plaisir. Je suis bien content d'être présent avec vous, avec l'équipe de Fabrica. Toujours un plaisir. Merci. Et tout d'abord, avant de rentrer en matière, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, j'aimerais que tu fasses une brève présentation de ce qu'est Aeronix et du problème qu'elle cherche à résoudre. Oui, donc Aeronix, comme tu l'as mentionné, on opère sur les chantiers de construction pour permettre aux professionnels de l'industrie d'avoir une idée en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Donc, le but, c'est vraiment de permettre de faire la visite de chantier de construction à distance pour les professionnels de l'industrie. Donc, ça, c'est vraiment une partie de ce que Aeronix fait. C'est vraiment ce qu'on essaie de déployer là, durant l'été 2021 et d'avoir justement le plus d'exposure possible sur le service d'opération carrément de drone. Donc, quand on se déploie sur le terrain, on permet d'avoir des images en temps réel. Et puis, les personnes qui n'ont pas besoin de se déplacer vont avoir cette image-là et pouvoir diriger l'opérateur de drone qui est sur place avec toutes les autorisations et bien sûr toutes les documentations qui permettent d'avoir une sécurité maximale sur le terrain. Eh bien, on a cet opérateur-là qui est qualifié, qui se déplace en termes de ce que le client et le professionnel de la construction a besoin. Donc, ça, c'est vraiment une partie de ce que Aeronix fait. De base, Aeronix, on est plus axé sur permettre à l'industrie du transport logistique de pouvoir transporter de manière plus verte, de manière plus efficace, surtout pour l'industrie du transport logistique au niveau industriel, donc de mailler les parcs industriels par la voie des airs. On est vraiment axé sur le développement de technologies pour ce qui est de la livraison par drone. On cherche à vraiment faire des livraisons B2B. On n'est pas dans le B2C. On veut vraiment relier des hubs pour justement avoir accès à un flux plus grand de livraison puis réduire le nombre de routes aériennes par la voie des airs. Donc ça, c'est vraiment deux chapeaux qu'Aeronix porte. Le premier qui vraiment prend avantage de la technologie des drones le plus simplement possible pour générer des revenus pour Aeronix. Puis ensuite, il y a la partie plus évoluée, plus complexe qui est encore en construction pour la réglementation surtout, qui nous permet de modéliser notre plan d'affaires et développer les technologies qui sont manquantes là, pour justement arriver à nos fins. Donc, c'est vraiment les deux chapeaux. Là. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, comment tu es arrivé à avoir ces deux idées-là? Quand tu es arrivé, avais-tu une idée préconçue de ton marché? Puis comment tu as décidé d'aller vers les deux? Puis comment on priorise? Puis est-ce que dans l'équipe, il y en a qui aiment plus un projet, d'autres qui aiment plus l'autre projet? Comment ça se déroule? Oui, 100%. Il y a vraiment, dans l'équipe, il y a vraiment pas une division, mais on a des opérateurs qui sont plus de terrain. Donc, bien sûr que parler plus vaguement d'un projet plus futuriste, plus sur papier, idéal, c'est pas ce qui les drive. Là. Ce qui les drive, c'est vraiment se déployer sur les terrains, utiliser la technologie, puis vraiment en prendre avantage dès maintenant, concrètement. Mais comme tu dis, comment on a fait le pivot un peu de savoir comment on gère les deux chapeaux, c'est vraiment, honnêtement, c'est avec la COVID. Avec la COVID, on a décidé, vu que les projets ont pris un peu de la lenteur, justement, à cause des problèmes qu'il y a eu au niveau du ralentissement de tout l'économie complète, on a décidé de trouver une manière novatrice d'utiliser le drone dans ces moments un peu incertains. On savait que l'accessibilité au chantier était difficile pour les professionnels de la construction. Il fallait trouver une manière potentiellement d'utiliser cette technologie-là pour justement faire tout à distance. On parlait de l'école à distance, l'université à distance, le travail à distance. Donc, on s'est dit, pourquoi pas la visite de chantier à distance? Fait que c'est vraiment là que l'idée est venue.
on est allé faire des entrevues problèmes avec beaucoup d'entreprises pour justement modéliser un peu l'offre qu'on pourrait faire. Puis ce qui est cool avec ce service-là, c'est que pour nous, on a déjà toutes les connaissances requises pour le déployer. La technologie, pour nous, est simple à déployer aussi. Mais pour les clients en tant que tels, c'est super complexe au niveau réglementaire et au niveau du déploiement logistique de la chose. Fait qu'on vient vraiment alléger un peu le travail de déployer le drone sur le terrain pour les entreprises professionnelles de la construction. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment là qu'on a vu une valeur ajoutée dans un service facile à déployer. Puis nous, en tant que start-up, au niveau cash flow, c'est important d'avoir le plus de revenus le plus rapidement possible d'une manière, en gardant toujours notre focus sur notre projet visionnaire, bien sûr. On essaye de mettre 60-40% de notre temps, un sur le projet pour ce qui est de la construction et l'autre pour ce qui est de la livraison. Mais à un moment donné, ça prend du cash flow pour pouvoir couvrir les dépenses de recherche et développement. On parle de R&D pour le projet visionnaire. Donc, c'était un lien logique avec l'arrivée de la COVID, l'arrivée de tout ce qui se donne à distance, de sauter sur cette opportunité-là. Puis, on est en train de le déployer là, à un stade de MVP là, pour cet été 2021. Ouais, puis c'est toujours une activité intéressante où est-ce que tu vas, tu as ta vision, tu veux aller loin, mais cash flow, réalité de terrain, pragmatique. Et là, j'aimerais ça t'entendre parce que tu as dit c'est un peu le COVID qui vient chambouler vos plans. Bon, là, vous faites OK, on doit réagir à ça. Le COVID, il nous oblige. Puis là, donc, on va voir des opportunités. Puis là, tu as dit on a entendu des opportunités, puis on est allé valider, on est allé faire des entrevues problèmes. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ce processus-là, tu sais. Parce que là, vous aviez vu une opportunité, mais on en voit plein d'entrepreneurs ils sautent d'une opportunité à l'autre. Puis finalement, c'est comme on dirait qu'ils sont toujours dans l'action, mais il n'y a rien qui se concrétise. Comment tu es arrivé à prendre cette opportunité-là? Puis dire, OK, on va aller voir à quel point on peut la développer. Puis c'est quoi le processus? Puis c'est quoi tes apprentissages là-dedans que tu t'attendais peut-être même pas à avoir quand tu as commencé les entrevues? Non, exactement, c'est ça. Au début, c'est vraiment ça a sorti de bouche à oreille, dans le fond, d'un de mes cofondateurs. Sa conjointe est en architecture. Puis là, il y a eu des problèmes. L'histoire est un peu extrême, là, qu'il y a eu une rencontre dans un chantier de plusieurs hauts placés de différentes firmes d'architecture, d'ingénierie. Puis boum, quelqu'un était contaminé. Tout le monde se sont retournés à leurs bureaux respectifs. Et là, tous les bureaux devaient fermer pour 2 semaines. C'était vraiment le chaos, là. Puis de là, on a eu des réflexions avec mes cofondateurs. Des nouvelles technologies ont sorti au niveau des drones qui permettaient de les déployer plus facilement avec de la qualité qui est extrêmement super, là. C'est là qu'on a un peu fait le match à dire c'est clair qu'il y a un besoin pour ça. La COVID est encore d'actualité, c'est pas parti, même que ça commence à se dissiper, on l'espère, mais il y a encore des besoins pour ça, puis on sait que ça va rester dans nos habitudes de vie professionnelle. Donc, on s'est dit, il y a une opportunité qui va perdurer dans le temps. Il faut la valider, comme tu dis, il faut aller voir justement sur le terrain. On ne peut pas concevoir un service sans avoir de communication avec le client. Sinon, on monte quelque chose qui va peut-être répondre à aucun besoin précis. Donc, on s'est dit, on monte une présentation. On a commencé par du questionnement, bien sûr. On ne voulait pas donner un peu une idée préconçue au client de ce que ça pourrait avoir l'air. On voulait vraiment que lui puisse un peu nous diriger vers son besoin sans qu'on le dirige nous-mêmes vers notre solution. Fait qu'on a posé vraiment des questions générales sur comment leur processus de déploiement, de visite de chantier se passait, à quel moment, lors d'une rencontre de chantier, qui étaient les intervenants, à quelle récurrence ils se rencontraient, quand ils avaient besoin de savoir ce qui se passait sur le terrain, quels étaient les problèmes au niveau des données, la transparence des données, est-ce que des fois il manquait des choses qui étaient peut-être cruciales au bon déroulement du projet. C'est vraiment ces questions-là qu'on a posées. Puis on a réussi là, avec plusieurs entreprises à aller pointer vraiment un aspect crucial de leurs problèmes. Puis justement, on est en train de déployer des projets pilotes qu'on peut appeler là, avec notre MVP pour vraiment voir si on répond réellement à ce problème-là, mais avec itération, bien sûr. On veut être sûr premièrement, l'essayer, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné avec les différents premiers adopteurs. Puis après ça, le remodéliser pour assurer de répondre réellement à ce qu'ils ont besoin. Et potentiellement, quand on a trouvé la recette magique, ben, c'est de le scaler. Là. On s'entend. Moi, pour ma part, je suis finissant en ingénierie là, au baccalauréat à l'ETS.
Donc, on a accès vraiment à beaucoup de main-d'œuvre qui sont passionnés de la technologie de drone puis qui attendent que ça d'avoir un emploi à temps partiel durant leurs études qui leur permet de se déployer sur le terrain et de prendre des images, ce qui est leur passe-temps. Fait que je pense qu'on est vraiment à un point de commercialiser ce service-là, là, puis de pointer la recette puis de la déployer à plus grande échelle. C'est ça, on sent. Vas-y, Carlos. Après cette réflexion que vous avez faite comme équipe, et quel des rêves importants accordes-tu à l'expérimentation d'affaires? Tu racontes que vous allez poser des questions à des personnes, vous allez trouver cette pain pour, bien sûr, avoir ce projet qui permet d'avoir des cash flows rapidement. Mais après ça, quel rêve important accordes-tu à l'expérimentation d'affaires, bien sûr, dans le développement des produits? L'expérimentation d'affaires. Je pense que ça relie toute la validation de ce que tu veux offrir. Si tu ne valides pas ce que tu es en train de concevoir, monter, offrir, est-ce que tu vas réellement avoir du profit avec ce service-là? Est-ce qu'il y a réellement un déploiement qui va se faire? Puis si tu ne l'expérimentes pas, tu n'auras jamais de réponse à tes questions. Puis je pense que tout entrepreneur a vraiment une habitude à se modéliser un peu ce que lui en pense, mais l'expérimentation, c'est vraiment de développer le facteur empathique envers de se mettre dans la peau du client, de comprendre vraiment comment il vit, puis ça, comment tu peux vraiment développer ça, mais c'est en lui parlant, puis en le questionnant sur ses problèmes routiniers au travail, puis toi, tu viens prendre tes éléments qui te permettent justement de mieux monter ton service, de mieux, après ça, reprendre un deuxième meeting, une deuxième rencontre, puis proposer vraiment un service qui est adapté à ce que tu as entendu au premier meeting. Cette expérimentation-là, moi, je le vois comme étant vraiment, tu requiers ton data, tu le processes pour être sûr d'avoir un facteur empathique envers ton client, puis tu reviens avec lui pour justement lui proposer quelque chose qui est adapté à ce que tu as entendu dans tes premiers meetings. Puis là, ça augmente les chances de réussite vraiment beaucoup. Nous, ce qu'on a aimé faire, vu qu'on prenait des meetings Zoom avec les clients, puis que j'avais une personne qui était disponible assez souvent pour faire des opérations, on faisait des démos en live pendant la présentation. Fait que par surprise, j'avais mon collègue qui entrait dans le Zoom, qui était capable de déployer un peu le MVP qu'on a de notre service, puis il se déployait dans la ville de Montréal, justement, proche de différents chantiers pour justement démontrer à quel point c'était facile. La personne est chez elle s'en attendait même pas. On a l'image, on est capable de justement réorienter la planification de projet et tout. Les personnes, ils découvraient des opportunités en voyant réellement la facilité de la chose. Tu peux parler pendant 1 heure avec la personne, mais s'il voit pendant 5 minutes le produit, soudainement, là, il est capable de l'imaginer pour vrai, puis il voit les opportunités alors que tu as essayé d'y expliquer, il a essayé de comprendre qu'est-ce que tu dis. Puis ça devient une discussion, puis il n'y a rien de concret. Là, boum, quand on a quelque chose à montrer, un artefact. En fait, c'est particulièrement intéressant. Ah, vas-y, je vais t'entendre là-dessus. Hein? Ben, c'est ça. Nous, on questionnait. Puis là, le meeting, là, les neurones ont travaillé. Là. Il y a eu du data qui a été sorti. Là. La personne comprend quasiment pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, j'arrive avec quelque chose de simple. Regardez, toutes les questions qu'on vous a posées, c'est pas pour rien. C'est exactement pour ça. Connexion, image, direction de l'opérateur sur place. C'est aussi simple que ça. C'est là qu'il voit la valeur ajoutée réellement. Là. Et là, j'ai le goût de te ramener parce que là, tu me parles, puis c'est peut-être plus vrai pour les ingénieurs, mais les ingénieurs, c'est des passionnés. Tu l'as même dit, le mot, c'est des passionnés. Puis souvent, on dit en affaires, c'est jamais technology first. On répond à un besoin d'affaires. La technologie vient juste supporter ça. Puis là, toi, de ça, ben là, tu t'es dit, OK, pas de technologie first, je vais aller poser des questions, etc. Puis là, tu commences à découvrir sur la réglementation, puis là, sur les données. Puis là, ça s'en vient l'innovation ouverte dans toute cette équation-là, en fait. Là. Parce que là, comment tu deals avec... Tu rentres dans un écosystème, il y a plein de joueurs, il y a plein de règlements, il y a les gens qui veulent partager des données, d'autres pas. Toi, tu en as besoin de certaines pour être capable de livrer ton service. Tu as besoin d'avoir accès à des zones de territoire. Chantier de construction, ce n'est pas la même affaire que sur un port. Donc, comment on circule, puis comment l'innovation verte est arrivée dans cette équation-là pour toi?
Oui, mais c'est sûr que nous, avec notre projet plus visionnaire, on a des projets de recherche qui nous ont fait déjà goûter à l'innovation ouverte. On a des projets de recherche collaboratifs. Fait que ça, c'était une partie de l'innovation ouverte, bien sûr, l'aspect plus recherche, mais il y a aussi l'innovation au terme justement de déploiement de services, puis toutes les entités qui doivent être prises en compte dans le déploiement d'une nouvelle technologie pour répondre à un besoin. Tu sais. Si on parle spécifiquement à ce qui se passe pour le chantier de construction, non, il n'y a pas juste la firme d'ingénierie et nous qui sont impliqués parce qu'il y a des travailleurs sur place. Il y a des travailleurs qui, eux, ça leur tente peut-être pas d'avoir un appareil qui vole au-dessus de leur tête parce que Les espionnes. c'est ça qui les espionne, ils ne sont pas payés plus au cas où que ça tombe sur leur tête. Il y a plein de facteurs au niveau syndical qui met des freins un peu au projet. Puis aussi, c'est le gestionnaire de chantier, c'est l'entrepreneur général qui a un peu le dernier mot parce que c'est lui le maître de son endroit. Puis s'il n'est pas ouvert à intégrer l'innovation dans son chantier de construction, il n'y a aucune manière de le déployer, même si la firme d'ingénierie qui fait l'ingénierie du projet de construction est en accord. Là. Il y a un processus de. Puis il faut se mettre dans leur peau aussi. Là. Eux autres, ils n'ont pas besoin d'engins qui volent. Là. Ils ont dans leur procédé de construction, il n'y a aucun moment que le drone est impliqué. Là. C'est vraiment juste pour supporter des personnes qui sont impliquées dans le projet. Donc, il y a un travail d'un peu justement de se mettre dans sa peau puis essayer de voir à faire des compromis avec lui pour être sûr que en fait, l'innovation qui serait déployée sur leur terrain, mais ils soient en accord, qu'ils soient d'accord que justement, comme tu dis, les données visuelles, qui est un autre gros enjeu. On a eu plusieurs discussions, puis ce qui est arrivé en date d'aujourd'hui, c'est qu'on on peut opérer à des heures précises. Donc, sur l'heure du dîner ou après 3 heures, pour être sûr que justement les employés n'aient pas de contraintes au niveau de vie privée et tout. Petite chose importante, une petite découverte à savoir, c'est intéressant. Exactement. Ça, on l'a découvert en discutant avec les entreprises. Fait que ça, c'était une contrainte, mais c'est cette contrainte-là qui n'est pas partout. Il y a des entrepreneurs qui vont accepter, puis il n'y aura aucun problème, mais il y en a d'autres qui vont mettre des contraintes qui peuvent limiter ton service. Fait que tu dois t'adapter à ça. Puis je pense que l'innovation ouverte, pour en revenir, c'est justement d'avoir l'avis de chacune des entités qui est impliquée dans un déploiement d'une nouvelle technologie, puis s'assurer que chacun on va dire, approuve, puis a son mot à dire, puis a un peu une valeur ajoutée dans le déploiement de cette technologie-là. Parce que s'il n'y a pas de valeur ajoutée pour chacune des entités, ça sert à quoi réellement? Puis ils vont mettre des freins, ils vont tout faire pour mettre des freins. Puis surtout le secteur de la construction, quand il y a quelque chose qui peut ne pas faire l'affaire, ben ça peut ne pas être accepté assez facilement. Tu sais. Ben, c'est ça, c'est qu'on entend souvent parler la différence entre le B2C et le B2B. B2C, tu as une personne à convaincre. B2B, tu as des influenceurs, des utilisateurs, des décideurs, des gens qui vont payer. Puis là, tu dois parler, puis tu dois trouver les win-win de tous ces gens-là. Fait que ça allonge le processus. Mais il faut que tu livres donc la valeur le plus rapidement possible. C'est un peu ça. Est-ce que l'innovation ouverte t'a permis ça, de livrer la valeur plus rapidement? Ou comment tu l'utilises comme levier, toi, pour essayer d'aller plus loin puis pour faire que les gens ont le goût d'embarquer? Tu sais, c'est quoi l'argumentaire? Qu'est-ce que tu as appris avec ça? Bien, pour ce qui est du projet de la construction, c'est sûr que je crois que l'idéal, puis je crois que une des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que nous, vu qu'on développe déjà autre chose, on ne voulait pas avoir de développement qui est lourd, justement, surtout software, pour notre proposition de service. On était comme, OK, on a un MVP qui est fonctionnel, mais il faut voir un peu plus loin. Il ne faut pas juste se garder à cette chose qui n'est pas scalable. On doit voir la croissance pour ce service-là. Fait qu'on s'est dit, à l'interne, on n'a pas les ressources pour développer ça, on n'a pas les connaissances pour aller vers du développement software du côté real-time. On s'est dit, d'accord, quelle entreprise fait ça dans le monde? C'est innovateur un peu. Puis on s'est dit, comment on peut aller chercher potentiellement un partenariat technologique avec une entreprise. Donc, on a fait un peu notre recherche, notre prospection, puis on est arrivé justement sur une entreprise de Nouvelle-Angleterre qui a déjà déployé une plateforme web justement pour supporter
la transmission de vidéos en temps réel là, pour des applications du secteur de la construction. On s'est dit, oh, c'est quand même un match, ils sont encore très early dans leur processus. C'est peut-être intéressant qu'on voit. Et pourquoi refaire? Pourquoi refaire si eux l'ont déjà fait? Exactement. Puis il y a un peu le champ. Eux autres n'avaient pas l'intérêt de se déployer tout seul en Amérique du Nord, tu sais, veux pas, puis ils sont encore à un point de croissance qui est assez, c'est une start-up aussi, on s'entend. Donc, de les supporter là-dedans, vu que nous, c'est pas notre core technology, on s'est dit, d'accord, on s'entend avec eux pour faire un peu une entente de revendeur, qu'on peut dire, là, pour justement utiliser puis bénéficier de la plateforme, puis nous, le déployer beaucoup plus rapidement avec nos utilisateurs, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus, qui a une plus grande valeur ajoutée que juste de la retransmission par Zoom ou quelque chose comme ça. Là, on a vraiment une plateforme avec des espaces de storage cloud. Fait que ça, c'était vraiment le côté technologique de l'innovation ouverte. Puis ça nous a permis justement de collaborer avec une entreprise qui avait déjà ce que nous, on voyait étant le service plus idéal ou la phase 2 un peu de notre service. Puis on s'est dit, c'est la meilleure chose à faire pour nous. Fait qu'on est en train de conclure une entente là, avec cette entreprise. L'innovation pour vous, puis la façon de livrer la valeur, c'était pas par là. Vous aviez besoin de ça pour supporter votre offre de valeur. Où est-ce que vous êtes bon? Où est-ce que vous êtes core? Votre équipe peut se concentrer là-dessus. D'autres équipes sont bonnes ailleurs. C'est un peu ça l'innovation ouverte. C'est t'es bon là, moi je suis bon là. Fait que trouvons un moyen. Les gens ont souvent l'impression que c'est gratuit, l'innovation ouverte. Mais c'est des partenariats, c'est des modèles d'affaires là, qui sortent de ça. Exactement. Puis quand on parle d'innovation, moi, ce que j'ai été plus frappé par l'innovation ouverte, c'est comment gérer la propriété intellectuelle. On s'entend, c'est un méga débat, puis c'est souvent le point un peu culminant d'une entente d'innovation ouverte. S'il n'y a pas une entente sur la propriété intellectuelle, il n'y a pas d'innovation ouverte. Ça s'arrête, on passe au prochain appel parce que il y a assurément des entités qui ont des intérêts communs sur leur champ d'intérêt d'entreprise en tant que tel. Il y a souvent des overlaps. Là. Il y a souvent il y a des universités qui vont vouloir cette partie de technologie-là pour la développer dans tel secteur, mais l'entreprise, la nouvelle entreprise, une start-up surtout, a besoin de ça pour pouvoir croître. Fait que comment on arrive à un point d'entente? C'est super, super difficile. Puis au Québec, on est vraiment, vraiment chanceux d'avoir des entités comme nous, on collabore avec le CRIAC, qui ont déjà des modèles d'entente pour ça, qui supportent des PME ou des startups à justement se trouver un chemin dans cette complexité-là. Là, veut pas. Ils en ont vu des murs et des pas mûrs. Donc, ils peuvent nous supporter, à nous guider là-dedans pour justement avoir une meilleure chance de réussite pour, l'entreprise, mais pour le projet aussi en tant que tel. Et Jérémy, tu parlais maintenant des points positifs ou des bénéfices de l'innovation ouverte, mais de l'autre côté, du côté défis, quels sont les défis quand on s'est mis à travailler avec l'innovation ouverte dans un projet de développement des produits? Je pense que ce que je viens de mentionner, ce qui est de la propriété intellectuelle, c'est le plus grand des défis, mais il vient à la fin souvent. Donc, c'est un défi caché qui, pour une entreprise qui n'a jamais vraiment travaillé avec l'innovation ouverte, va peut se faire surprendre à la fin et s'ils n'ont aucune connaissance en propriété intellectuelle. Ça, c'est un danger. Donc, un gros défi de l'innovation ouverte. Mais plus concrètement, c'est de trouver des acteurs qui ont vraiment une compatibilité technologique, mais aussi une compatibilité en termes de un peu vision d'affaires. Tu sais, si on parle d'innovation ouverte entre des compagnies privées, par exemple, comment trouver un terrain d'entente dès le départ sur, OK, qu'est-ce que tu veux rechercher de ce projet-là, où tu t'en vas avec ça, puis moi, comment on est compatible là-dedans, puis de ne pas s'embarquer trop vite. Si on s'embarque trop vite avec une entreprise, on se coupe peut-être des ponts avec d'autres entreprises qui auraient une meilleure compatibilité. Coup d'opportunité. Au moins de trouver des win-win rapidement entre ces deux personnes qui vont travailler ensemble. Exactement. Puis moi, je parle pour une start-up. Souvent, quand tu as des opportunités comme ça qui ont l'air trop belles pour être vraies, tu as le goût d'embarquer. Là. Tu ne dis pas non. Là. Tu regardes, tu as le goût de dire oui directement, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que si tu t'embarques trop rapidement, justement, tu n'as pas fait ton étude, tu n'as pas été validé un peu différentes autres opportunités qui seraient peut-être plus intéressantes pour toi. Puis tu te lances dans un processus qui peut être long. On s'entend que monter un projet d'innovation ouverte,
c'est différents acteurs qui doivent donner leur avis sur comment ils voient l'évolution du projet, comment le projet va être effectué. Moi, c'est plus au niveau de recherche collaborative, là, de l'innovation ouverte. C'est un long processus. Fait que de trouver les bons acteurs, c'est vraiment le défi qui, pour moi, est primordial avant de se lancer dans quelconque projet d'innovation ouverte. Puis ça, on le voit, là, entre autres, dans les hackathons, où est-ce que les gens se mettent ensemble, ils ont une super idée, ils avancent, puis là, à un moment donné, ils font comme « Oh, mais à qui? Mais si, ça appartient à qui, ce projet-là? » Puis les données vont être à qui? Puis, comme tu dis, ça vaut la peine d'ouvrir la discussion dès le départ. Puis ça veut dire qu'on met au centre l'innovation ouverte dans notre ADN et non pas quelque chose qui arrive à la fin pour dire « OK, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? » Fait qu'on a pu dérisquer, aller parler aux acteurs, tu sais, donc, ta compréhension de l'innovation ouverte avant ton projet, puis maintenant, on est dans deux espaces différents. Ah non, en effet, il y a beaucoup d'apprentissages que j'ai eu. J'ai fait beaucoup de rencontres des entités qui, justement, supportent l'innovation ouverte au Québec. Puis, je pense que maintenant, après ces apprentissages-là… Tu veux-tu en plugger une ou deux que tu aimes particulièrement? Bien sûr, la Fabrica m'a vraiment permis c'est sûr que ça a été vraiment super de développer un peu l'aspect plus expérimental, itératif avec la Fabrica. Puis je pense que ça touche réellement beaucoup à l'innovation ouverte parce que je veux pas, l'innovation ouverte avec ton client, c'est la meilleure innovation ouverte que tu peux avoir parce que tu développes quelque chose. Dans l'innovation ouverte, tu as ton client. Fait que tu es sûr que ce que tu développes va être adapté. L'innovation va être adaptée aux besoins de ton client. Il y a de l'intérêt des deux côtés dès le départ. Là. Il y a une co-création qui se fait. Exactement, exactement. Donc ça m'a un peu… ça a un peu clashé au départ parce que moi, j'étais plus dans mon projet visionnaire puis de me ramener à une idée plus concrète de déploiement d'un service puis d'empathie, d'itération. Ça m'a permis vraiment d'apprendre de ça là, vraiment avec la Fabrica. Ben, nous, on l'a vu, l'évolution, là, quand tu es arrivé, puis les discussions d'équipe, les pivots que vous avez faits, c'est quand même incroyable, la progression. Quand on se concentre sur la progression versus le résultat final, là, on réalise que crème, on est en train de construire quelque chose. Oui, non, 100%, 100%. Il y a vraiment… ça a vraiment été un beau parcours, je pense, les derniers mois qu'on a passé. Puis je pense que ça nous a vraiment permis une belle rampe de lancement là, pour déployer le service qu'on dit plus idéal. Mais c'est sûr que quand on parle d'autres entités pour l'innovation verte, oui. Le Québec en offre une panoplie. Puis comme je l'ai dit, les RSRI, là, les regroupements de scientifiques de recherche industrielle, donc le CRIAC, on parle de Prompt, on parle de toutes ces entités-là sont important dans ce qui est du maillage, surtout entre des grandes entreprises et des petites entreprises. Tout à fait. Ça fait longtemps que des gros, en fait, surtout pour le secteur aéronautique, là, travaillent avec des gros projets de recherche, mais il y a un peu un pivot de start-up qui sont impliqués dans ces projets de recherche-là. Comment on les intègre, comment faciliter un peu cette collaboration-là en assurant la survie, puis pas juste la survie, mais la part de la start-up dans ce projet-là, sans les oublier. Mais ils sont vraiment des entités qui supportent ça. Puis aussi, bien sûr, ils ont des projets, ils ont des appels à projets et des programmes qui sont super axés sur le support à des projets novateurs. Fait que ça, c'est vraiment je te dirais, c'est un peu la colle qui vient tout coller les morceaux ensemble, là, puis ils nous ont vraiment supporté là-dedans, faciliter l'accès à du financement aussi, bien sûr, pour de la recherche. Je pense que ça, sont vraiment à ne pas oublier là, dans l'histoire. C'est le nerf de la guerre pour vous. C'est la recherche d'un côté, mais d'être business, puis de vendre un service, puis pas juste être dans les nuages, puis dans la recherche, comment le faire atterrir, c'est de faire coexister les deux. Quand on a un instinct de chercheur, toi, tu es un ingénieur, vous êtes cette curiosité-là, c'est ça qui vous allume, c'est d'avancer puis de développer des nouvelles idées, des nouveaux marchés. Puis il faut vous donner les moyens pour y arriver à développer cette. Exactement. Carlos, tu avais une question? Non, je voudrais savoir, Jérémy, d'après toi, dans quel type de cas l'innovation ouverte, c'est-à-dire fonctionne-t-elle? C'est-à-dire, on sait que c'est pas pour tout le type des produits ou des cas de travail, mais selon toi, quels seront les scénarios idéaux pour, OK, je vais faire appel à l'innovation ouverte pour développer mon idée ou développer mon produit?
Mais moi, premièrement, l'innovation ouverte, je le vois plus comme un genre de continuum, là. Tu sais, je pense que Chessbro nous a un peu présenté ça avec son idée dès le départ, là, que il y a, tu sais, il y a une ligne où tu peux être complètement en innovation fermée, tu peux être aussi en innovation ouverte. Cette ligne-là, selon moi, c'est d'y trouver l'équilibre. Parce qu'il y a des parties de technologie, il y a des parties d'innovation, c'est difficile de la rendre ouverte. Parce que si tu la rends ouverte, tu perds un peu de ta propriété, un peu ta valeur ajoutée. Tu ne peux pas tout rendre en innovation ouverte, selon moi. Il y a une bonne partie que oui, puis il y a beaucoup de leviers qui permettent d'accélérer autant le déploiement que la recherche pour ce qui est de l'innovation ouverte. Surtout pour la recherche, c'est super intéressant parce que souvent, tu n'es pas nécessairement, en tant qu'entrepreneur, un PhD qui sort d'une grande université reconnue. Fait que d'avoir ce maillage-là avec cette expertise-là technique, ça peut te donner un peu un petit plus au niveau technologique si tu veux vraiment te lancer dans étant une start-up et avoir de la propriété intellectuelle et tout. Ça, c'est assuré que c'est une partie importante de l'innovation ouverte. Mais on en a parlé tantôt. L'innovation ouverte, c'est aussi de collaborer avec tes clients. C'est potentiellement ça qui te permet d'accélérer tes ventes, de vraiment confirmer que ton modèle d'affaires au niveau de l'offre d'un service, par exemple, qui est dans notre cas, nous, présentement, on n'offre que du service. Là, c'est pour ça que je suis un peu stické sur le service. Mais ça permet vraiment de le confirmer, de le valider, puis de bien le modéliser pour bien le vendre. Je pense que ça, c'est essentiel justement dans ton continuum d'innovation fermée à ouverte. Assurément que l'aspect de validation de service doit se positionner comme étant très vers l'innovation ouverte. 100%. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est justement de parler des niveaux. Il y a toujours des gens qui sont des convaincus, qui sont dans des camps extrêmes, qu'il faut que tout soit ouvert, sinon c'est méchant. Il faut que tout soit fermé, sinon il n'y aura pas de qualité. Wow, là, on est rendu à un air où est-ce que tu ne peux plus développer individuellement. Fait, puis là, tu te dis, tu sais, puis même dans l'évolution de leur startup, il y a des trucs que vous allez ouvrir, des trucs que vous allez fermer, vous allez découvrir des nouveaux trucs. C'est vraiment un continuum. Vous êtes dans une zone de gris qui est toujours à redéfinir. Puis c'est un peu ça quand on dit aux gens d'être en agilité. La réglementation vient changer ça. Vous allez avoir un nouveau compétiteur qui vient changer ça. Fait que là, ce nouveau compétiteur-là, lui est en innovation ouverte, il vient de sortir de quoi? Il faut nous embarquer. C'est tout ça, il faut être prêt. Là. Oui, non, il faut être proactif. L'innovation ouverte, c'est quelque chose qui est super volatile. Il faut sauter au bon moment pour être sûr de catcher la bonne opportunité d'innovation ouverte, que ce soit avec les opportunités avec de la recherche, que ce soit avec, comme tu dis, des partenaires industriels, technologiques, quoi que ce soit. Il faut être proactif et justement avoir un peu ce sens de l'intuition-là sur des opportunités sur lesquelles tu peux sauter et ne pas sauter sur toutes les opportunités. Moi, j'ai le goût de te poser une question qui tue, Jérémy. Est-ce que j'ai le droit? J'ai le goût d'y répondre. La co-création, nous, on dit à tout le monde, allez dans la co-création, ça vous assure de faire de la valeur. Puis, depuis tantôt, on parle d'innovation ouverte, puis tu ramènes co-création, puis les gens oublient à quel point la co-création, c'est de l'innovation ouverte. Mais parler avec le client, développer avec le client, il ne comprend pas notre idée, il faut reculer sur notre vision, il faut faire des compromis. Ce n'est pas un processus facile de co-créer. Non, ce n'est pas une ligne droite, en effet. Ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas une ligne courte non plus. Ce n'est pas une ligne courte. C'est des compromis d'essayer. C'est ça. C'est 100% du temps, il faut s'assurer que tous les partis sont 100% d'accord. S'il y a un doute d'un côté, 100%. Peut-être pas 100%, on peut dire un bon 90%. Il peut y avoir des doutes de toute façon, mais il faut s'assurer qu'il y a un accord, qu'il y a une majorité, puis il y a un fit. Là. Je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. C'est un processus qui est super long, puis surtout pour des startups, ça ne peut pas être long. Il faut être proactif, il faut que ça avance. Donc, de collaborer entre surtout une startup qui tente d'utiliser l'innovation ouverte pour accélérer les choses, mais le but, c'est pas de les ralentir. Donc, c'est un peu de faire le balancement là-dedans. Puis, c'est difficile. C'est difficile de ne pas faire ralentir les choses parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont primordiales à la réussite de la co-création de l'innovation ouverte.
puis il ne faut pas les sauter parce que des fois, ça peut nous revenir d'en face plus tard, surtout pour du développement, là, pour de la recherche, mais aussi avec un client. On ne s'est pas entendu sur les bons termes, sur les bons points où ce qu'on va donner du service, puis là, il n'y a pas de satisfaction. Le projet peut tomber à l'eau là, assez rapidement. Donc, c'est vraiment, il faut passer par toutes les étapes. Pour les autres entrepreneurs qui t'écoutent, ce que tu es en train de leur dire, c'est la communication, c'est important, des points de contact souvent pour se réaligner. Parce qu'en innovation ouverte, chacun a son idée. Puis s'il y a un désalignement, tu as parlé de 100%, puis quand on est rendu à 90%, si on va plus bas dans le désalignement, à un moment donné, ça va tomber. Fait il y a des red flags où est-ce qu'on doit se réaligner. C'est important. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est à nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Fait que cette discussion-là, il faut que tu crées cet espace-là pour l'avoir avec ton client. Là. Assurément. La communication est primordiale, comme tu dis. C'est vraiment... il faut trouver les bons canaux de communication aussi. Il faut avoir une personne de confiance là-bas qui a confiance au projet. Ça doit être quasiment un vendeur de ta compagnie qui est dans l'autre entreprise pour faire avancer le projet dans l'autre entreprise aussi. Si on travaille avec... Exactement. Ça doit être quelqu'un qui met de l'avant ton projet et qui ne le fait pas ralentir parce que ça change tout aussi. Là. Je sais pas, je pense qu'il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps. J'aimerais ça t'entendre pour le futur, en fait. Je ne sais pas, Carlos, si tu avais une question avant à poser. Avant de ça, c'était, mais bien sûr, pour commencer à finir, quelles recommandations peux-tu donner aux entrepreneurs qui sont en phase de développement de MVP dans plus ou moins le sort d'état que tu étais quand tu as commencé à développer ton idée d'MVP? Oui, moi, assurément que le conseil que j'ai, c'est lâcher le développement, commencer à valider ce que vous faites. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est peut-être même pas ce qui va répondre à un réel besoin. Donc, 100% que cette itération-là doit se faire en parallèle. Là. On doit, trouver la prochaine étape avec le client, avec le collaborateur, le co-créateur du service. Puis ensuite de ça, valider justement et poursuivre le développement. Selon moi, c'est primordial justement de le valider avant de faire du développement dans le vide, comme que je peux dire. Merci. On y croit beaucoup, en fait. Le no-code, va valider la désirabilité. Tu es tellement plus rapide quand tu n'as pas une infrastructure à maintenir. Tu peux te pivoter, bouger. Puis après ça, quand ça devient plus clair, ben là, tu commences à bâtir ton infrastructure. Puis là, l'infrastructure ne te ralentit pas, en fait. Elle supporte ta croissance. Tu sais, c'est versus des gens, des fois, qui vont trop vite, puis l'infrastructure ralentit leur croissance. C'est de ça que tu parles. Là. Exactement. C'est garder cette flexibilité-là d'une startup pour pas avoir quelque chose qui n'est pas compatible à ce que ton client a besoin. Et ton but, c'est d'avoir le plus d'opportunités possibles dans ton sac, puis de ne pas avoir quelque chose une idée préconçue qui ne matcherait pas avec ce que le client a besoin. Là. Je pense que ça, c'est vraiment à tenir compte là, dans tout déploiement d'MVP. Super. Donc, la question pour closer, pour finir cette superbe conversation, moi, beaucoup de valeur dans ce que tu dis. J'espère que les gens vont t'écouter. Beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. C'est quoi le futur d'Aeronix? Parce que quand on a une entreprise maintenant, le futur, avant, on disait, là, je fais ça, puis dans 5 ans, je vais être là, puis dans 10 ans, je vais être là. Les gens pouvaient faire ces prédictions-là. Là, on a commencé quelque part, on a une opportunité. Où est-ce qu'on s'en va? C'est une question que tu ne peux pas répondre, mais j'ai le goût de la poser pareil. Futur. Non, mais c'est une super question. Je pense que tout entrepreneur doit avoir un futur mâché dans sa tête, au moins d'avoir une idée et d'avoir quelque chose pour le valider. Là. Je pense que le futur pour Aeronix, c'est sûr qu'on veut se déployer sur les chantiers de construction cet été. Vous allez nous voir. Je pense qu'on va faire des grosses campagnes de marketing pour ça. Justement, on est en train de monter des vidéos promotionnelles. Ça, c'est assez court terme. Ça, c'est rendre les sentiers plus sécuritaires, plus efficaces. Tu sais, la proposition de valeur, c'est pas juste d'être sur le terrain, mais c'est diminuer les accidents, augmenter. Exact. Ouais. On est des experts opérateurs. Donc, on sait comment déployer cette technologie-là en assurant une sécurité puis un confort aussi de tout le monde qui vont être présents lors d'une opération. Fait qu'on veut un peu rendre ça
plus sensibiliser un peu le secteur de la construction aux valeurs ajoutées de cette technologie, puis bien l'implémenter, parce que s'il y a des accidents, ça peut être du blocage pour d'autres entreprises, mais pour l'industrie en général. L'industrie fonctionne depuis plusieurs années, mais il faut l'amener à un autre niveau parce que les drones vont faire partie de notre vie de manière plus intense dans les prochaines années, dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, on veut faire partie de cette vague-là qui va l'amener de manière à ce que l'acceptabilité sociale soit faite, puis que tout le monde en ait l'approbation, puis que ce soit une technologie qui ne fait pas que faire éclater des débats, faire éclater des controverses. Donc, on veut vraiment faire démontrer la valeur ajoutée de cette technologie-là, autant au niveau du secteur de la construction, qui est un peu notre premier niveau, là, mais avec notre projet plus visionnaire, il y a aussi d'autres projets pour Aeronix qui s'en viennent. On a des projets de livraison qui sont publics là, aux îles de la Madeleine, qu'on est en train de vouloir développer. C'est un projet qui est en montage, de répondre justement à un besoin qui est médical et pharmaceutique aux îles de la Madeleine, donc d'avoir un réseau qui serait relié là, au travers les îles. Donc ça, c'est un autre gros projet pour nous qui est en développement. Puis ça, on a on voit beaucoup de potentiel pour ce projet-là au point de vue de démontrer la crédibilité d'Aeronix, démontrer nos capacités, notre know-how, monter notre chaîne opérationnelle, puis de la confirmer, de la valider justement dans ce projet-là, collaborer avec les réglementaires qui vont nous supporter dans le déploiement de ça, puis carrément par la suite prendre ces connaissances puis les réadapter ailleurs, à d'autres besoins au travers du Québec. Donc ça, c'est vraiment, je dirais que dans les prochaines années, ça va être le nerf de la guerre pour nous, là, de voir de ces projets pilotes qui vont un peu émerger à travers le Québec, là, en région plus éloignée au départ, mais tranquillement en se rapprochant de la ville, bien sûr. Ouais, parce que j'ai pas de souci, parce que dans ton discours, c'est de l'effectuation qu'on entend. C'est je vais faire le projet, puis je vais apprendre avec ce projet-là, ça va me permettre d'aller à l'autre étape. Et tout ça, c'est pas ben ça, c'est un petit projet, c'est pas exactement ça que j'imaginais. C'est une opportunité, qu'est-ce que je peux apprendre à faire avancer mon projet, tout de suite rendre service à des gens, apprendre sur la réglementation. Puis quand on prend ce processus-là, puis l'apprentissage devient important, ça devient un unfair advantage. On connaît tellement bien l'écosystème, l'industrie, que ça devient plus facile de saisir les opportunités. On est plus rapide parce qu'on connaît les joueurs déjà en place, etc. Est-ce qu'on prédit que Aeronix va être un joueur important dans les drones dans les années à venir? C'est le but. Et je pense qu'on est bien parti pour ça. Je pense que notre positionnement est plus au niveau de l'intégration de technologie. On n'essaie pas de refaire la roue, là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre ce qui existe puis le déployer. Tu sais. Puis il y a une connaissance, un know-how qui peut être protégé autour de l'intégration des technologies. Puis nous, on valorise ça parce qu'en date d'aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de projets émergent, mais tout le monde veut l'entièreté de la tarte. Ils ne veulent pas délaisser, puis ils veulent tout faire eux-mêmes. Ils ont tout ça propriétaire, puis ils veulent avancer en ayant le plus gros morceau possible. Mais en ayant cette mentalité-là, ça ne te permet pas de faire vraiment déployer en collaboration avec les réglementaires un projet qui est réalisable, qui est réaliste, qui répond réellement à des besoins. Fait que nous, on est vraiment axés là-dessus en tant qu'intégrateur. Il va falloir continuer cette discussion-là vraiment sur les modèles d'affaires de l'innovation verte parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que c'est ça qu'ils ne voient pas puis que ça les bloque. Puis c'est pour ça qu'ils veulent contrôler toute la tarte parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre. Mais non, tu peux gagner, en fait. Si tu as des nouveaux modèles d'affaires, des gens qui vont utiliser tes données, des gens qui vont... tu vas te connecter avec tes API, tout ça. Donc, je pense que c'est la prochaine conversation peut-être à avoir. 100%. C'est super intéressant. Puis, je pense que, mais en fait, moi, mes études vont se poursuivre là-dedans. Je pense que l'innovation verte, c'est encore en découverte. Ça a toujours existé, je te dirais, l'innovation verte. Mais depuis qu'on a mis des termes là-dessus, depuis une 10-20 d'années, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Puis il y a des patterns à déterminer là-dedans, puis justement pour faciliter son utilisation dans les prochaines années, dans le futur. Cool. Bon, merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir partagé tes expériences autour de l'innovation verte. Nous te souhaitons chez Fabrica tous les succès avec les projets d'Aeronix, les succès qui vont en venir. Et merci beaucoup aussi à Sylvain Etier
la première édition du podcast avec les associés des Fabrica. Et pour ceux qui nous écoutent, on se voit à la prochaine. Bye. Merci tout le monde. Merci Jérémy, ça a été super. Merci à toi Sylvain. Salut, merci Carlos. Au revoir.